Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette émission Parlons-en aujourd'hui. Nous allons parler du 7e art, le cinéma. Aujourd'hui donc, pour en parler, nous avons deux grands ténors de cette spécialité, de cet art en République de Guinée. Il s'agit à ma gauche de Mohamed Camara est le directeur actuel de l'Office national de cinéma de Guinée, ONACIG. Il est comédien, il est également réalisateur de films. Et à ma droite, nous avons le célébrissime Cheikh Doucouré, qui est également comédien et il est aussi réalisateur. C'est, vous le savez, pour ceux qui ont pris un peu de l'âge, c'était lui qui était celui qui a disparu dans le cours d'eau dans le film de Sidiki Bakaba, où Sidiki Bakaba était l'acteur principal. Lui, il s'appelait, il était dans ce film Bako avec un de nos grands comédiens qui n'est plus. Je parlais de Douramane, il va en parler dans cette émission. Bonsoir donc, chers invités. Bonsoir. Vous avez fait aussi plusieurs films. Vous avez fait Dakan, vous avez développé beaucoup de thèmes dont on aura parlé tout à l'heure. Mais à vous deux, qu'est-ce que c'est que le 7e art? Le 7e art, c'est l'émerveillement déjà. C'est partir de l'illusion et en faire une réalité. Le 7e art, c'est vraiment l'art qui aujourd'hui a amené énormément de choses à la culture. Déjà, au niveau économique, parce que le 7e art, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec le cinéma et en Europe. Et aussi, c'est par le petit écran où on est aujourd'hui qui rentre dans toutes les familles et qui rentre dans toutes les concessions et qui apporte cet art qui est un art noble. Le 7e art, tout simplement, c'est l'art le plus noble et c'est le dernier art. Cheikh Doucouré, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui comment se porte le cinéma dans le monde? Écoutez, le cinéma dans le monde, le cinéma américain, il marche très bien. L'Europe aussi marche bien. Mais le reste, je crois que la télévision a pris beaucoup de pas sur le cinéma. Même si on combine tout, au niveau de l'image, ça se porte très bien. Mais ce qui est difficile pour le continent africain, c'est que cet art, nous l'importons. Nous n'arrivons pas encore à l'exporter. Ce qui fait que nous sommes demandeurs, consommateurs et non producteurs. Alors, dans ce cas, je pense que si le cinéma se porte bien, en Afrique, le cinéma a du mal et il stagne. Et en Guinée, Mohamed Camara? Le cinéma n'est pas tellement pris en compte aujourd'hui par nos États. Les jeunes se sont lancés dans la vidéo et les films, au lieu de passer par les salles de cinéma, puisque ça n'existe pas, ils sont allés directement sur le marché. Et c'est un tard pour notre cinéma et ça impose une autre forme de réflexion à ceux qui font ce tard leur métier, c'est-à-dire réfléchir à une autre façon de voir les choses, une autre façon de filmer, une autre façon de concevoir le cinéma pour que la cinématographie de notre pays ne sombre pas. Parce que c'est vrai que depuis 1952, la Guinée a produit son premier film par Touré qui habitait la France. Il a fait son film qui s'appelle Mouramani, qui parle de l'immigration des Kaba à Kankan. Et c'est pour ça le fondateur c'est Mouramani. Et le film s'appelle à ce titre-là. Et après, beaucoup de cadres guinéens ont été formés à l'étranger pour faire cet art. Et ça fait que la régie cinématographique de Guinée, ça s'appelait comme ça avant, est l'une des entreprises les plus vieilles de notre pays, parce que le premier décret a été signé par le président Ahmed Sékou Touré le 2 janvier 1967. Nous allons y revenir tout à l'heure pour parler amplement de ce que le cinéma est devenu de cette date à la date d'aujourd'hui en Guinée. Mais dites-moi, vous deux, d'abord, Cheikh Doucouré, comment est-ce que vous êtes venu dans le cinéma? Je l'ai dit, souvent dit. Est-ce qu'on vient dans le cinéma? Je crois que le cinéma, il vient à nous. Moi, je disais dans
un documentaire qui m'était réservé que habitant de Cancan, du comité Banankoroda, où il y avait vraiment l'un des plus vieux cinémas de Cancan, et le Rex, qui était à quelques centaines de mètres du domicile conjugal, et que à l'époque, le cinéma durait jusqu'à 2-3 heures du matin. Il y avait 2 grands films, plus les documentaires, et tout petit. Le cinéma m'empêchait de dormir et m'attirait. Donc, involontairement, je suis venu vers cette salle, découvrir le cinéma. Je crois, oui, le cinéma m'a en quelque sorte happé. Et de là, à vouloir faire du cinéma, il n'y avait pas photo, comme on dit. Et je crois que oui, c'est depuis ce temps que j'ai aimé cet art, que j'ai aimé faire du cinéma. Mais de quelle manière? Ça, je ne savais pas. Comment vous êtes passé du vouloir au pouvoir? Vouloir au pouvoir, tout simplement, c'est le fait de me retrouver en France. Parce que j'avais toutes les possibilités là-bas de pouvoir exercer ce métier-là. Vous étiez parti pour le cinéma ou pour autre chose? Et puis, comme le cinéma vous avait déjà happé, il vous a consommé. Vous avez dit une chose tout à l'heure. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, peuvent se souvenir de Cheikh Doucouré, de Bako, tout ça. Non, je n'étais pas parti parce que c'était la Première République. C'était en 63 déjà. Et c'était la révolution. Il fallait travailler pour faire avancer ce pays qui est le nôtre, que nous avons, oui, acquis aussi par le vote de non à la France. Donc, il fallait que ce pays soit pris en main et tous les jeunes Guinéens, on était soit ingénieurs, soit... Mais même le métier d'avocat, c'était pas... Il fallait travailler. Et moi, je suis parti en France, je voulais devenir ingénieur électronicien. Parce que c'est l'électricité que j'avais fait ici, et je voulais devenir ingénieur électronicien. Et j'avais commencé même mes études d'ingénieur à l'école de la Lune, en France, à Paris. Et un jour, j'ai vu une affiche, cinéma, théâtre, tout ça. Je me suis dit, ah mais attends. C'est quoi ça? Oui, mais ça m'a attiré. Comme à Cancan, quand j'étais enfant, je me suis dit, enfin, une chance de pouvoir exercer ce métier avec une école, avec des professionnels. Et c'est là que je suis allé m'inscrire dans un cours d'art dramatique à Paris, en 64. Et j'ai appris le métier, j'ai fait le conservatoire et j'ai aussi appris à réaliser. Et c'est 2 écoles différentes. Hein. Il y a la comédie, le conservatoire, il y a aussi une école de cinéma. Et bon, je faisais les 2 écoles pour la réalisation. Et c'est comme ça que je suis venu au cinéma. Je ne suis pas devenu ingénieur électronicien, mais je suis devenu réalisateur. Et vous, Mohamed? Le fait que le cinéma venait à moi quand j'étais tout petit, parce que je suis d'une famille où l'art n'était pas tellement... C'était presque prohibé, parce qu'on disait que ceux qui se dirigent vers ce métier étaient des bonariens, etc. Donc c'est l'école qui me tenait beaucoup à cœur. Mais c'est vrai que je fréquentais, quand j'étais tout petit, les salles de cinéma comme bon nombre de personnes de mon âge. Voilà, absolument, absolument. Je les regardais. Mais j'étais attiré d'une autre façon aussi, parce qu'à l'époque, la Guinée exportait encore des régimes de bananes. Et souvent, on mettait de la paille à l'intérieur des journaux qu'on plaçait pour ne pas que dans le bateau, la banane arrivée à Paris soit molle ou bien pourrie, etc. Puisque c'était... Conditionner la banane. Voilà, pour le conditionnement. Dans ces boulettes de conditionnement, justement, puisque les pailles étaient enroulées de journaux, à l'intérieur, on voyait des affichettes de films. Donc, si bien que nous, on partait, quand j'étais tout petit, au port de Conakry, et la journée, les ouvriers, ce que les ouvriers avaient fait dans la journée,
comme travail de conditionnement, nous, on venait, on les déballait. pour voir juste les illustrations qu'il y avait à l'intérieur. Pour avoir juste les affichettes qui sont à l'intérieur. Et on collait ça dans le cahier de résumé, avec nos livres. Si bien qu'en famille, les parents disaient il faut aller à l'école, etc. D'accord, on prenait les sacs pour dire qu'on partait à l'école, on allait au port pour... C'est le voilà. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années. Et après, j'ai refoulé complètement, j'ai cessé. J'ai étudié et quelque temps après, quand j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université en sciences économiques ici. Après, mes parents m'ont envoyé en France, en Europe, où je voulais faire des études d'informatique de gestion de banque. Et j'habitais chez mon frère, qui me donnait tout. À un moment donné, j'étais aussi chez mon oncle, où j'ai rencontré justement Cheikh Doucouré. Nous avons tissé des amitiés, mais au niveau familial. Et puis un jour, il y avait une pièce de théâtre qu'on jouait au Théâtre des Amadiers, qui s'appelle Les combats des chiens et des nègres. Donc il est venu me dire que le metteur en scène essayait de trouver des acteurs de la figuration, des Africains. Et il m'a donné l'adresse, je suis allé, je me suis présenté, parce que j'étais en retard par rapport aux inscriptions à l'université, puisque c'était en septembre, je ne pouvais pas m'inscrire à l'université, il fallait attendre. Donc, je suis allé, j'ai passé le test, j'ai été reçu. Et on a travaillé pendant 6 mois, et après, je me suis inscrit à l'université. Mais, puisque c'était un grand metteur en scène qui est Patrice Chéreau, et que d'autres metteurs en scène venaient regarder sa pièce de théâtre, ils ont trouvé que j'avais une bonne prestation et même quand j'étais à l'université, ils m'appelaient de temps en temps pour venir faire des rôles de figuration dans des pièces de théâtre. Et par la suite, les gens continuaient toujours à me solliciter pour venir faire un peu dans le théâtre, la télé et puis quelques films. Je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais plus que les études que j'ai faites à l'université. Donc j'ai été au Centre américain, où j'ai appris à jouer la comédie, à écrire aussi des scénarios. Et j'ai fait des stages chez Peter Brook et puis au Théâtre international de langue française avec Gabriel Gara. Puis j'ai commencé maintenant à m'installer comme acteur. J'ai travaillé dans plusieurs films. Après, je me suis rendu compte quand même que en Europe, les metteurs en scène écrivent leur histoire. Et dans leur histoire, les Noirs ne sont pas représentés parce que les Noirs font partie de leur histoire en tant que dealers, par exemple, de balayeurs, sous-fifres, entre guillemets. Un peu comme ce que les jeunes Américains noirs ont eu à faire. Absolument, absolument. Et voilà, après, je me suis rendu compte que c'était dégradant pour un Africain. Alors, je me suis dit, puisque je sais écrire, je n'ai qu'à écrire et tenter de réaliser des films. J'ai écrit mon premier film qui s'appelait Denko. J'ai eu la chance de pouvoir le réaliser. Après est venu Minka, aussi Dakan, et puis les autres qui ont suivi. Et Denko, Minka, Dakan et Balafola m'ont donné dans le monde 50 Grands Prix. Et j'en suis bien content. C'est par la suite que je suis venu en Guinée par l'intermédiaire de Justin Morel Junior, quand il était ministre de la communication. Et il m'a envoyé à l'ONASIC comme directeur général. Cheikh Doucouré, est-ce qu'on peut savoir quels sont les films dans lesquels vous avez joué et quels sont les films que vous avez réalisés? Oh, oui, j'ai tourné dans beaucoup de films, que ce soit pour la télévision en Europe, dans des films américains aussi, africains bien sûr, et pas mal. Et des films que j'ai coécrits aussi, tels que Black Micmac, dans lequel Mohamed et moi étions comédiens ensemble. Bon, Paco, bien sûr, qui est l'histoire de ma vie, de mon voyage vers l'Europe. Et puis des films comme Blanc d'ébène, qui était Douga à l'origine, qui parle aussi de la colonisation, le départ des Africains pour défendre la patrie française occupée par les Allemands.
et bien d'autres, jusqu'au dernier film Paris selon Moussa que j'ai tourné à Dalaba, Dutine, qui dénonce aussi le comportement de la police française aux frontières, qu'il y a eu beaucoup de bévues et même de morts accidentelles de la part de certains officiers de police de frontières. Donc oui, j'ai tourné dans beaucoup de films que j'ai réalisés moi-même et aussi dans beaucoup de films. Et bon, Mohamed disait tout à l'heure, notre première rencontre en tant que professionnel du théâtre et du cinéma, je jouais dans une pièce de théâtre, Combat de nègres et de chiens, que Mohamed a donné tout à l'heure, avec un des plus grands metteurs en scène français, qui était Patrice Chéreau, hélas, qui nous a quittés. Et depuis ce temps, je fais du théâtre à Paris, je continue avec des personnages comme Robert Hossein, qui est un vieux bonhomme maintenant, à part Chéreau, et bien d'autres. Et ce qui fait que ma carrière balance entre le théâtre, qui est une bonne formation, et le cinéma, que je continue à faire. Et que, bon, je pense, et c'est ce que je disais à Mohamed tout à l'heure, hors antenne, que maintenant, il faut voir le cinéma autrement, surtout pour notre pays. Nous allons y revenir tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire? M'inspirer, c'est de faire du cinéma. On a tellement d'histoires ici. Oui, je vais te dire, le plus souvent, je reviendrai à Mohamed tout à l'heure, il y a que dans Mohamed, dans les thèmes que vous développez, dans les titres, que ce soit Denko, que ce soit Minka, vous prenez parfois des sujets tabous. Est-ce que vous voulez chatouiller la cité ou qu'est-ce qui vous mène vers ces sujets? Non, c'est vrai que tous les films que j'ai faits, les gens m'ont taxé de quelqu'un qui choque, qui a envie de choquer, etc. J'ai dit non. C'est vrai que j'ai eu des films dont les gens n'ont pas tellement l'habitude de voir à l'écran, que ce soit dans les pays occidentaux ou dans les pays africains. Mais je parle de mon temps. J'essaye de regarder un petit peu autour de moi. Et des choses m'intéressent ou ne m'intéressent pas. Denko, par exemple, j'ai voulu écrire une lettre d'amour aux mères de famille qui triment, qui souffrent, qui vont jusqu'au sacrifice ultime. Vont jusqu'au sacrifice ultime, parce que on ne sait jamais jusqu'où va une mère pour que son enfant puisse intégrer la société. C'est extraordinaire ce que nous voyons, mais je pense que ce que nous voyons superficiellement est superficiel, dans la mesure où la mère, elle trime toujours pour donner à manger à l'enfant, de l'eau, de laver, de veiller à ce qu'elle... Mais au fond, en bas, ce qu'elle fait, personne ne sait. Parce que ça doit être quelque chose d'incommensurable. Et le suicide d'enfant dans Minka, c'est que tout le monde sait qu'il a été enfant, mais personne ne s'en souvient. La preuve, c'est la maltraitance aujourd'hui que connaissent les enfants. On arrive à égorger des enfants. On voit, même dans notre pays, aujourd'hui, c'est à foison. Tous les jours, c'est un enfant qui a disparu, c'est un enfant qu'on a tué. C'est des viols de petites filles. C'est monstrueux quand on y pense. Donc, ce qui se passe autour de la société dans laquelle je vis, c'est ce que je mets en avant, en image, pour que les gens se rendent compte qu'on est en train de massacrer notre avenir. Parce que quand on parle d'enfants, on parle de l'avenir de nos sociétés. Et nous sommes les premiers à maltraiter cet avenir. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on continue à, par exemple, traiter les enfants de cette façon, dans peu de temps, nous n'aurons pas d'avenir. Cheikh Doucouré, je parlais d'inspiration. Je vois parler de votre chemin comme Kamara Laye qui quitte Kouroussa, Conakry et puis la France. Vous, dans Bako, vous mettez Sidiki Bakaba à la place de votre chemin. Et ensuite, vous reprenez l'histoire de Salif Keita avec le Ballon d'Or. Et puis, Paris selon Moussa, des thèmes aussi variés que possible. Et je reviens à la question, vos inspirations vous viennent comment? Ben, écoutez, Mohamed a dit une chose tout à l'heure, nous sommes témoins de notre temps, comme un peintre, comme un écrivain. Et à partir de là, il y a des thèmes qui nous sont privilégiés.
Mohamed, c'est le thème de l'enfance. Les relations entre une mère et son enfant. Son premier film, qui a été un film très très primé, et qui a été aussi Denko. Denko, c'est tout simplement le complexe d'Édipe, l'attirance entre une mère et son enfant, qui sont des thèmes qui ne sont pas souvent traités dans le cinéma africain. L'ultime sacrifice de la mère pour que son enfant recouvre la vue. Mais il y a déjà cette attirance qui est entre la mère et l'enfant. Mohamed a osé le faire. Ça n'a pas été du goût de tout le monde, mais ce qu'il a fait était quand même courageux de sa part. Et après, il a... Minka aussi est un film, un thème fort aussi. Et il y a aussi Dakan. Dakan qui a été aussi le problème de l'homosexualité dans un pays comme la Guinée, comme l'Afrique, qui sont des thèmes difficiles. Et j'étais à la première diffusion à Paris, non, à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Et j'étais assis à côté de Mohamed. Et, c'était aussi un moment du cinéma guinéen en France où on se disait où on est. Et voilà. Et ce sont des thèmes que Mohamed privilégie dans son cinéma et qui quelquefois choquent. D'accord. Mais moi, mon thème, c'est quoi? C'est l'immigration. Quand on commence par Bako, on arrive à Ballon d'Or, à bien d'autres, c'est l'immigration. Moi, je dis, peut-être que c'est ce que j'ai retenu de la Révolution. On est mieux que chez soi. Et quand ça va bien chez nous, ça va bien pour nous ailleurs. Mais tant que nous partons, comme c'est le cas, souvent, maintenant, quand on voit tous ces jeunes-là qui se noient au large d'abord des Canaries, et après, maintenant, c'est l'Italie, et ce sont vraiment les bras vigiles, vaillants de notre pays, de notre continent, qui vont se noyer là-bas pour aller servir. Parce que même ceux qui passent, ils sont souvent retenus dans des camps de rétention pendant des années. Mais ils sont en Italie, ils sont en Grèce ou ailleurs, mais ils ne peuvent pas travailler en ce moment parce qu'ils n'ont pas les papiers. Ils sont sous-employés. C'est-à-dire exploités. Complètement. À peu près comme la colonisation, l'esclavage. Exact. Moi, je crois que c'est pire parce que pendant l'esclavage, on était forcés. Mais c'est nous qui nous rendons. On leur dit, prenez-nous. Faites de nous ce que vous voulez. C'est-à-dire, on va main et pieds liés. Exactement. Voilà, nous sommes là. En Afrique, on n'avait pas de travail, on n'avait rien. Mais maintenant, faites de nous ce que vous voulez. Et la mafia, en Italie, les utilise dans des champs de tomates. En Espagne, partout. Parce que la plupart de ces jeunes-là, c'était des jeunes qui n'avaient pas eu beaucoup d'instruction, qui n'ont pas été à l'université, comme Mohamed, au moment de partir. Et en ce moment, quand ils arrivent là-bas, bon, ils n'ont fait aucune étude, ils n'ont aucun métier. Bon, on les utilise comme on veut. Et c'est là qui est devenu... Le problème du continent africain est un problème tellement difficile à cause de l'immigration, de cette immigration qui continue. Parce que Bako, je l'ai tourné en 78, je l'ai vécu en 63. Vous voyez, ça continue. Et encore pire qu'avant, parce qu'il y a des universitaires, il y a aussi ceux qui avaient travaillé dans l'administration. Et maintenant, vous avez des enfants, des femmes enceintes qui vont accoucher là-bas. Si elles arrivent à arriver à bon port, et des enfants de 3 ans. Mais c'est ça qui est terrible. Et revenons au cinéma. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'influence des nouvelles technologies de l'information sur le cinéma? Et quelle est cette influence? Et qu'est-ce que cela a apporté? Je veux dire, les nouvelles technologies ont apporté quelque chose de bien et quelque chose de très négatif dans nos sociétés. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on a énormément de difficultés à monter nos projets de films parce qu'il y a moins d'argent, il y a la récession en Europe. Et
les circuits de financement des films sont presque inexistants. Bouché. Voilà. Et chez nous, il n'y en a pas. Donc la nouvelle technologie a réduit considérablement par exemple, le matériel de tournage. Quand moi j'étais en Europe, je tournais des films. Pour venir tourner un film en Guinée, même la caméra, j'importais. Tout. Et c'est extrêmement coûteux. La location, les frais, la conservation et tout. C'est hyper compliqué. Mais aujourd'hui, si je veux tourner un film, la caméra que je vais utiliser, c'est presque en miniature. Tout est par rapport à la caméra 35 mm. Donc, le chef opérateur que je vais prendre, il va prendre sa caméra et puis monter avec dans l'avion et venir. L'ingénieur de son aussi, les trucs sont miniaturisés et tout, etc. Donc, ça allège les frais de tournage, par exemple. Ça, c'est très bien. Mais d'un autre côté, le côté néfaste, c'est que ça amplifie le piratage, par exemple. Aujourd'hui, avec les clés USB, tu peux mettre 50, 100 films dessus, les mettre dans ta poche et te promener dans le monde entier. On les duplique facilement, on les met sur les CD, on les vend. Ça fait que les auteurs s'appauvrissent de plus en plus parce que les droits d'auteur, on voit partout nos films qui sont en train d'être vendus dans les marchés, etc. Et le gars qui est l'auteur, il est là, il tend la main pour pouvoir trouver à manger quelque part. Et ça, c'est des choses qui sont terribles pour la vie d'un auteur quand on sait combien on souffre pour pouvoir faire un film. Bon, il y a d'autres avantages aussi pour ce qui est de la nouvelle technologie, parce que même les tables de montage aujourd'hui, quand on a un ordinateur comment ça s'appelle, portable, on peut faire ce qu'on a envie avec les images. On peut les effets qu'on souhaite avoir. Oui, et ça, c'est pas... les nouvelles technologies ont apporté ça. Cheikh Doucouré sur le même sujet. Il le dit ici justement, Mohamed. Cette nouvelle technologie a allégé le travail du cinéaste, des techniciens, des réalisateurs et tout le monde. Mais aussi, ça a donné un foisonnement d'images, de cinéma, qui ne sont pas toujours ce qu'il faut. Par exemple, le novice qui ne sait pas ce que c'est que le cinéma pense qu'on prend juste un appareil photo, on peut faire des films. Même un téléphone portable. Bien sûr, on peut tout faire. Mais il y a cinéma et cinéma. Donc, à partir de ce moment, comme disait si justement Mohamed, le budget d'un film. Le budget d'un film, quand il est annoncé, les gens disent, mais c'est pas possible. Moi, le dernier film que j'ai fait ici, Paris selon Moussa, il a coûté 1 500 000 €. Quand vous annoncez ça, ça fait combien de milliards de francs guinéens? Ils ne peuvent pas comprendre. Et je comprends pourquoi ils ne comprennent pas. Parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'est vraiment le cinéma. Mais on pense que le cinéma s'arrête à ce qu'on filme comme ça et qu'on balance. C'est bien. C'est une révolution. Chacun peut s'exprimer. Et qu'est-ce qui explique un tel budget pour un film comme Paris selon Moussa? Voilà. Absolument la bonne question. Pourquoi un tel budget? Mohamed a dit une chose tout à l'heure, il faut importer la caméra, les techniciens, et quelquefois même des comédiens qui jouent dedans, qui sont des professionnels qu'il faut amener. Moi, je l'ai fait dans presque tous mes films, à commencer par Blanc d'Ébène, Ballon d'Or, tout ça. Ballon d'Or, je suis venu avec 50 personnes, entre comédiens et techniciens, et le matériel. Des tonnes et des tonnes de matériel. Mais oui, c'est vrai que le film, il faisait 4 millions de dollars en 1993. On pouvait se permettre. Mais c'est fini ça maintenant.
Alors, le cinéma, c'était une administration. Même quelqu'un qui passe, il faut noter, il faut le payer. Je ne dis pas ici, c'est pour ça que les gens pensent que le cinéma, c'est qu'on a des milliards. C'est pas ça. Tout cet argent-là, il faut rendre compte. C'est pas l'argent qui nous appartient à nous. Ça va dans le budget du film. Et une fois que le film est en exploitation, il faut d'abord récupérer tout cet argent qui a été investi pour pouvoir arriver au bénéfice. C'est pour ça que nous n'avons pas de producteurs ici. Parce que l'Africain, il met 100 000, demain, il veut 150 000 ou 200. Quand on leur dit non, c'est pas amorti, ça sera peut-être dans 5 ans, dans 6 ans. Ah ben non, je ne vais pas mettre mon argent pendant tout ce temps-là que je ne touche rien. On préfère aller acheter un paquet de cigarettes, le vendre tout de suite et avoir la masse bénéficiaire. Exactement. Ce qui fait que nous avons un problème de producteurs en Afrique, de financement des films en Afrique. Et avant, nous étions financés par quoi? Par des institutions nationales, telles que le ministère de la Coopération et autres. Mais maintenant, l'argent se fait rare dans le monde entier, notamment en Europe et la France, qui aussi aidait à la production des films africains, a fermé les portes. La communauté européenne a fermé les portes. Alors, ce qui fait que c'est un peu saupoudré. Il y a aussi l'OIF, l'organisation de la francophonie. Tous ces gens-là qui aidaient le cinéma ont complètement réduit. Je ne dis pas que c'est complètement fini, mais la sélection est devenue très, très difficile. Donc, il y a énormément de charges à la production d'un film, ce qui explique le coût, volume du exactement, coût. Exactement. Mohamed Camara, toujours au niveau des technologies de l'information aujourd'hui, tout est sur Internet, chacun peut aller cliquer, aller sur YouTube, trouver quelque chose et puis télécharger et l'obtenir. Là, le comédien ou le réalisateur ne mange pas. Est-ce que ça avantage, ça désavantage la production cinématographique? Non, le cinéma, on fait un film dans l'esprit du producteur, il rentabilise son film. Dans l'esprit de l'acteur ou du metteur en scène, une fois que le film est fait, il est en exploitation, il a encore, pendant des années, chaque fois qu'il y a des projections de ce film, des droits. Mais la technologie évolue plus que la profession. Si bien que, même quand quelqu'un n'a pas été dans une école, parce que depuis que je suis directeur, je vois un peu l'évolution à malheureusement, de cette technologie-là. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école ont la possibilité d'apprendre à télécharger, par exemple, sur Internet, les films. Et le problème aussi, c'est que ils ont des consommateurs, ceux qui téléchargent et qui vendent le produit des auteurs. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais acheté un film réalisé par un auteur étranger, alors qu'il n'y a jamais eu de contrat entre les Américains, par exemple, et ceux qui vendent. Ceux qui vendent dans notre pays, par exemple. J'ai vu, il y a quelque temps, des CD de Bako au marché. Mais ils n'avaient jamais, à l'époque, donné de contrat à qui que ce soit pour ça. Mais nous allons, tout en sachant cela, parce que nous l'avons expliqué beaucoup de fois, qu'un produit piraté, acheter un produit piraté, c'est assassiner un auteur. Parce que normalement, il joue dans Bako, auteur de Bako et tout. Donc, il a beaucoup de droits sur ce film-là. Le fait qu'il ne puisse pas être vendu, le film, il ne récupère pas ses droits. Non, c'est d'autres qui vendent à sa place. Ouais. Et qui s'enrichissent. Mais bien sûr. Donc, je veux dire, ça c'est l'une des grandes tares que la technologie
à apporter. Malheureusement, la technologie, comme vous avez dit tout à l'heure, ne peut pas suivre la partie juridique pour essayer de chasser les gens. Non, les gens font beaucoup de choses pour lutter contre la fraude ou pour lutter contre la piraterie. Mais c'est tellement compliqué parce que quelqu'un qui est dans sa chambre, il a un ordinateur, il est sur YouTube, il télécharge le nombre de films qu'il veut sur une seule clé USB. Il y a des clés, des disques externes qu'on peut mettre dans la poche, ou on peut mettre 1000 films dessus. On le fait en Chine, on vient ici, ou on le fait ici, on va à Jakarta ou à France, etc. avec. On en fait ce qu'on veut. Cheikh Doucouré, dans vos films, enfin, je ne sais pas si vous refusez, c'est comme ça que vous avez voulu, c'est sûr, parce que c'est vous qui l'avez conçu. Vous faites juste des petites apparitions. Je prends par exemple dans Bako, vous apparaissez quelquefois. D'abord, vous disparaissez dans l'eau. Et puis ensuite, dans le Ballon d'Or, je vous vois à Mamie emprisonné avec le jeune footballeur. Et puis, qu'est-ce qui explique, à votre avis, pourquoi vous choisissez toujours ces petits rôles parfois anodins? Est-ce que parce que vous voulez suivre la réalisation ou parce que c'est ce qui vous intéresse? Déjà que la réalisation est un travail énorme. Je l'ai essayé dans Paris selon Moussa, des deux côtés de la caméra. C'était beaucoup de travail. Et puis il y a des moments où moi j'ai énormément joué, aussi bien au théâtre comme au cinéma, comme je le disais. Il est arrivé un moment où j'ai envie de me faire discret. Mais en même temps, c'est comme Hitchcock. De temps en temps, il fait des petites apparitions. Et je crois que oui, c'est une sobriété. Et ce qui fait que j'accepte de faire des rôles, puis même des rôles inattendus. Parce que dans le Ballon d'Or, c'est pas là où on m'attend. Mais j'ai écrit ce personnage, on m'a dit, ah ben, comme personne ne veut le faire, tu es obligé de le faire. Je l'ai fait et j'en suis bien content. À la bonne heure. Oui, absolument. Absolument. Mais je disais une chose, je pensais une chose tout à l'heure que Mohamed a dit. Pourquoi il y a tant de piratage? Surtout en Afrique. Pourquoi il y a tant de clientèle pour acheter ces DVD? C'est qu'il n'y a pas cette aide qu'on peut apporter au cinéma. Apporter d'abord au cinéma, c'est d'avoir une salle de cinéma. Les salles de cinéma ont disparu pour faire des supermarchés. Et il y a aussi, vous savez, le problème du cinéma, c'est seulement, déjà, problème d'électricité. Le cinéma ne peut pas marcher sans énergie. Problème d'insécurité, ça va aussi avec l'obscurité et l'abandon des salles. Et ce qui marche, quand on dit on va aller danser, il y a plein de gens qui vont aller danser, malgré l'insécurité et tout. Alors qu'une salle de cinéma, pour moi, je vais choquer certains. Moi, je considère une salle de cinéma comme un lieu où il y a une communion, où il y a une rencontre autour d'un sujet, où on peut débattre, où on peut réfléchir, où on peut sortir aussi avec ses amis, ses copains, ses petites amies, sa femme, ses enfants, pour aller voir autre chose que de rester à la maison. Maintenant, nous sommes cloîtrés chez nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est plus facile d'acheter un DVD pour projeter à la maison. Et il y a des familles où il y a 2, même 3 télés, en tout cas en Europe. Alors, ce qui fait chacun est complètement sur son film ou sa chanson. Il n'y a plus de communication. Oui, à ce niveau, le monde d'aujourd'hui, une chose n'est plus vraie parce que papa l'a dit, une chose est vraie parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Exactement. Et chacun est voisin de celui avec lequel il communique sur le réseau social et non celui avec lequel il partage pratiquement des appartements mitoyens. Oui, et cela va au-delà parce que on voit bien chaque fois que des gens luttent contre la délinquance, l'insécurité. On voit aussi les gens luttent contre la prostitution, contre la drogue, contre les gangs.
On en voit beaucoup, plusieurs à la télé, chaque fois, on les attrape, etc. Mais le lendemain, il y a plus. Parce qu'on ne s'est pas justement attelé à combattre l'origine. Parce que ça, c'est justement le mauvais côté du cinéma qui est venu parce que tout ce qu'il vient de citer n'est plus en place. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le seul pays au monde où un enfant de 10 ans, par exemple, a directement accès à un film porno. À partir de son téléphone, parfois, les enfants ont accès à tous les sites. Ça, c'est un. C'est le seul pays au monde où les vidéoclubs sont à côté des écoles. L'école, c'est, pour moi, l'un des endroits les plus... Mohamed Kamara, en tant que directeur de l'Office national de cinéma de Guinée, qu'est-ce que vous avez fait pour atténuer cette situation? C'est hyper compliqué. Moi, par exemple, j'ai pris cet office après plus de 25 ans où les gens ont été laissés à l'abandon et chacun faisait à sa guise. Donc les gars pensent que les œuvres cinématographiques, c'est du pain, c'est du takula, ou c'est des mangas, ou c'est des vêtements, ou c'est du riz qu'il faut aller prendre, vendre n'importe comment. J'essaie d'expliquer que c'est l'œuvre d'esprit et que ça peut faire mal parce qu'un film, c'est plus dangereux qu'une balle de fusil. Une balle de fusil, tu as envie de liquider quelqu'un, tu le tires, il meurt. Quand on regarde un film, ça attaque le cerveau. Quand on a regardé un film, on a envie tout de suite d'aller partager, d'aller raconter ça. C'est pourquoi parfois au niveau des jeunes, il y a plus le développement du sexe et des biceps. Absolument. Absolument, parce que le cinéma peut être un formidable banc d'apprentissage de tout cet art. C'est pour cette raison, nous avons un ministre actuellement qui s'appelle Son Excellence Siaka Bari. Il a un cabinet. Je suis venu expliquer ce procédé. Ils sont en train de me renforcer dans cette bagarre. Parce que c'est une bagarre. Vous avez parlé de bagarre. Il y a un problème. Je me rappelle à un moment donné, dans les couloirs de la RTG, j'entendais parler des œuvres cinématographiques enfuies. Ah oui, mais ça, c'est bon. C'est vrai que nous sommes un pays. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme archives? Comment vous avez trouvé des archives cinématographiques? Parce qu'en Guinée, vous avez dit depuis 1967, le cinéma existe et on tourne, on produit pratiquement. Le cinéma est témoin de tous les faits et méfaits de la Guinée. Est-ce que ces œuvres sont là encore? Non, ce que je voulais dire, comment ça s'appelle? Vous savez, en Guinée, nous sommes les premiers à toujours faire des trucs révolutionnaires dans le bon sens que dans le mauvais sens. Pour ce qui est du cinéma, on a fait les choses dans le bon sens. De 1958 jusqu'en 1984, le président Ahmed Sékou Touré a compris l'importance du 7e art. Il a doté la Guinée de toutes les structures qui permettent de filmer et d'archiver les événements, les grands événements qui se passent dans notre pays. Donc notre histoire a été filmée. En tout cas, 75%. C'est pourquoi, quand nous apprenons, j'entends souvent dire on va faire la réconciliation, mais on ne peut pas faire la réconciliation si on ne se connaît pas. Alors, lorsque j'ai pris la direction de ONASIC, sous son excellence Justin Morel Junior, qui aimait les fleurs, il a voulu faire un jardin derrière le ministère de la Communication, qui est justement le complexe cinématographique de Boulbiné, qu'on a détruit aussi. Et ce complexe a été fait avec 1 800 000 francs suisses à l'époque. Je ne sais plus, on ne peut même pas le calculer aujourd'hui dans nos francs, tellement c'est beaucoup. Quand les jardiniers sont venus, ils ont creusé, ils ont trouvé que tous ces films avaient été enterrés. Par qui? Par ceux qui, je ne sais pas, par ceux qui étaient peut-être, qui travaillaient soit à l'ONASIC ou au Cinéma, ou en tout cas qui avaient
la charge d'archiver ou de garder ces films, ces documents. Je suis allé voir monsieur le ministre, il est venu constater aussi, c'est des dégâts. C'est l'enfer. C'est criminel. C'est un crime. Parce que c'est le patrimoine cinématographique de notre pays qui a été enfoui. Et volontairement. Volontairement, c'est gâté, c'est terminé. Maintenant, le problème qui se pose, parce que les ministres n'aiment pas qu'on vienne les poser des problèmes, ils veulent des solutions. Et la solution, et la chance aussi pour le Guinéen, que ce soit aujourd'hui ou demain. Mais j'ai discuté avec justement le nouveau ministre, Siaka Bari, et son cabinet, parce que nous avons la liste de 128 films réalisés par les Guinéens sur l'histoire de la Guinée, sur les événements qui ont existé dans notre pays. On sait que les négatifs de ces films existent dans les laboratoires dans lesquels ces films ont été développés. Donc, il s'agit simplement de donner un peu de moyens à l'ONASIC pour que l'ONASIC fasse ses recherches et ramène... Répertorier d'abord. Non, c'est répertorié. Ok. Tout est fait. Hein. Il s'agit simplement de se dire, bon, il y a tel film qui ont été développés en Chine. Il y a les noms des laboratoires, on va dans les laboratoires, on essaie de voir, à part la coopération, comment les obtenir. Transférer sur des supports de actuels. maintenant, oui, sur des supports actuels pour que la jeunesse comprenne. Parce que c'est ça aussi qui est difficile au niveau du patriotisme. Souvent, les gens disent que le Guinéen n'est pas patriote. Mais le Guinéen ne sait pas aujourd'hui, en tout cas les jeunes aujourd'hui ne savent pas c'est quoi être Guinéen. C'est quoi être Guinéen? Ça veut dire que le jeune Guinéen aujourd'hui n'a pas de référence. Oui, et rapidement, est-ce que vous avez porté plainte contre X pour ce crime, puisque vous le qualifiez de crime et c'est réel? Non, c'est un crime réel, mais porter plainte contre qui? X. Non. Cherchez à savoir. Non, porter plainte... On parle d'impunité dans ce pays. Non, c'est à ce moment porter plainte contre l'État. Oui, mais les cas de l'État qui ont travaillé, il faudrait bien qu'on les identifie, ne serait-ce que pour leur dire qu'ils ont mal fait. Vous savez, moi j'ai mon idée, mais cette idée n'est que personnelle. Allez-y. Vous savez, nous n'avons pas la conservation des archives, ni même de l'architecture. On a tout détruit. Et malheureusement, quand il y a un changement de régime, que ce soit par la violence ou que ce soit par un vote démocratique, on a tendance à évacuer tout ce qui a été fait par l'autre. J'ai une idée, moi, de ces films enterrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le président Sékou Touré meurt et que l'armée prend le pouvoir, on a fait quoi? On a saccagé tout ce que Sékou Touré avait fait, y compris ces films-là. Et quand il n'y a pas de contrôle, il y a peut-être des individus personnellement qui ont été enterrés, ces films, comme d'autres ont déchiré tous les livres. Sékou Touré avait lancé aussi l'alphabétisation en langue nationale. Tous ces bouquins-là, on les a déchirés. Et quand il y a une révolution contre un président, comme c'est arrivé dans pas mal de mairies à l'intérieur et ailleurs, et que des individus qui ne savent même pas ce que c'est qu'un extrait de naissance sont allés dans des... Oui, ça nous en avons trouvé avec les vendeurs de gâteaux, avec les vendeurs de takula, comme il le disait tout à l'heure. Et voilà, c'est ça le problème. L'émission tire vers la fin, Cheikh Doucouré. Hélas. Moi, je voudrais juste lancer un cri de cœur. Parce que je constate sur des télés, chez nous, privées, qu'au moment des grandes écoutes, il y a certaines télévisions qui envoient des films avec énormément de violence. Mais énormément. Et après, on veut lutter contre la violence. Et il y a des jeunes qui regardent, il y a des enfants qui regardent ça. On parle de pornographie, mais la pornographie, elle est là. Mais il y a aussi des gens qui tuent. Et que cette télé-là, qui ne sont pas sous contrôle, balance ça un dimanche. Et qu'il y a des enfants de 5 ans, 6 ans qui regardent ça. Et c'est déjà dans l'esprit. Et les parents eux-mêmes chassent les enfants de la chambre. Allez-y au salon, sur la télé. Bon. Et sans savoir ce que les enfants sont. On est en train de former peut-être des criminels, des enfants qui regardent ça. Et il n'y a aucun contrôle. Mais je crois que ces directeurs de cette télévision-là doivent être responsables, ne pas balancer n'importe quel film
à 20h à des enfants où il y a énormément de violence. Et ça, déjà, s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent très tard le soir. Et il y a ça. Et il y a aussi que la seule salle de cinéma que nous avons, le 8 novembre, qui était une des plus belles salles, aujourd'hui est fermée. Et à côté, il y a une boîte de nuit. Et que cette boîte de nuit, j'ai demandé, mais est-ce qu'on peut récupérer cette salle pour la rénover? On a dit non, on a signé un contrat avec le directeur de MLS, donc c'est lui qui doit décider de ce qu'on va faire. Mais comment une seule salle la seule salle qui existe. Je voudrais dire à monsieur le ministre actuel, parce qu'il veut que le cinéma avance, mais il n'a qu'à prendre une disposition pour que cette salle soit rénovée et qu'elle soit mise à la disposition des professionnels. Je dis bien des professionnels. Rien que cette salle. Je ne dis pas de prendre tout ce qu'il y a autour, mais seulement la salle. Parce que au moins qu'on puisse faire des festivals, qu'on puisse avoir un lieu de rencontre. Et de débat. Et de débat. Et voilà, et cela existe. Et en ce moment, on dit, ah non, tel ministre l'a signé et ceci, cela. Et on voit là le degré de corruption qu'il y a dans notre pays. Je crois qu'il est un moment où nous avons ras-le-bol. Les intellectuels, les gens de la culture, les cinéastes ont ras-le-bol et il faut le dire. C'est votre cri de cœur, le vôtre. Moi, je voudrais dire une chose. Un cri de cœur avant la fin de l'émission. La Guinée est un pays de culture. Et le cinéma est la synthèse de la culture. La Guinée ne peut jamais se développer sans sa culture. Qu'on donne les moyens à la culture pour que la culture puisse aider le cinéma. Parce que sinon, nous n'irons jamais à l'avant. Nous resterons toujours soit on stagne ou on recule. Aujourd'hui, nous avons un ministre qui est bon et un cabinet. Qu'on leur mette les moyens à disposition pour qu'ils puissent aider la culture. Souhaitons que votre message soit entendu, Mohamed Camara, Cheikh Doucouré. Mohamed Camara, réalisateur, comédien. Cheikh Doucouré, réalisateur, comédien. Et ici, Mohamed Camara est en plus le directeur de l'Office national de cinéma de Guinée, l'ONACIG. Ils étaient dans cette émission Parlons-en pour parler du cinéma. À eux, merci d'être venus. À vous, merci de les avoir reçus chez vous. À tous et à toutes, excellente soirée dans vos maisons.